Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de L'Élu. Il s'agit d'un roman de Maxence van der Merch paru en 1946. Siméon travaille dans une usine qui produit de la dynamite dans le nord de la France. Il a une femme Françoise et un fils qui s'appelle Valère et qui a 27 ans. Son fils est malade depuis 2 ans et son cas ne s'arrange pas. Valère dit son ras-le-bol face à la maladie. Elle l'empêche de mener une vie normale et les traitements, en plus d'être inefficaces ou efficaces seulement durant une petite durée, lui provoquent des douleurs. Il est marié à Isabelle et il se doute que cette femme finira par partir à cause de sa maladie. Elle est d'ailleurs ce jour-là bien longue à revenir de la ville où elle doit faire des achats. Fabre, un ingénieur qui travaille à l'usine de dynamite, est lui aussi parti. Siméon se rend à son travail et il voit son collègue Wilst qui lui sous-entend la liaison entre Fabre et Isabelle. Isabelle revient. Siméon se rend compte que sa femme essaie de cacher la vérité sur les actions de sa bru et qu'elle aide Isabelle à mentir. Françoise pousse son mari à mentir pour cacher les tromperies d'Isabelle afin de ne pas blesser leur fils malade. Siméon a du mal à le faire et il en veut beaucoup à Isabelle. À la Toussaint, Isabelle dit qu'elle part quelques jours afin de voir ses parents. Valère réceptionne une lettre de la mère d'Isabelle. Elle dit être étonnée du manque de visite du jeune couple pour la Toussaint. L'état de Valère se dégrade. Quand Isabelle revient, il y a une scène entre Siméon et Isabelle. Isabelle veut partir dès le lendemain. Elle dit être lasse d'être avec un homme qui ne lui donne pas d'enfant, avec qui elle ne peut ni voyager ni voir du monde, et qui en plus risque de la rendre malade. Valère est témoin de cette scène. La nuit, Siméon surprend Valère qui veut se suicider avec un pistolet. Valère lui reproche d'avoir calqué ses rêves sur les siens et de lui avoir donné une éducation qui ne lui donne maintenant aucune solidité. Le lendemain, Fabre ne vient pas à son travail. Siméon, sur le conseil de sa femme, va voir Isabelle car si Isabelle reste, peut-être que Valère ira mieux. Il accepte de s'effacer devant le couple et il propose à Isabelle un éloignement contre le fait qu'elle reste auprès de Valère jusqu'à la mort de celui-ci. Isabelle veut s'éloigner dans le sud de la France avec Valère qui sera accompagné de Françoise. Ils partent tous les trois pour Nice. Siméon reçoit une lettre de démission de Fabre qui provient du sud de la France. Pour oublier ses soucis, Siméon travaille à l'usine. Il pense à Gergaud, un des amis de Siméon et de Wilst, qui est mort lors de l'explosion de l'usine. Siméon fréquente davantage Wilst, un homme qui a perdu sa femme il y a des années et qui vit en reclus. Siméon finit par avoir un télégramme de sa femme qui lui fait part de l'état désastreux de Valère. Siméon se rend à Nice et il se rend compte sur place que son fils est mort. Sa femme lui dit que Valère est mort suite à un crachement de sang. Siméon sent que sa femme lui ment. Françoise et Siméon veillent le mort. Siméon profite du fait que sa femme se soit endormie pour enlever la mentonnière de Valère et il s'aperçoit que son fils s'est suicidé avec un pistolet. Le couple revient chez lui. Isabelle revient pour embarquer les meubles payés par les parents de Valère. Un partage inéquitable des biens se fait entre la bru et les parents. Il y a un grand moment de tristesse pour le couple. Siméon essaie d'oublier par le travail, mais il n'y arrive pas. Il se rend compte que sa femme se réveille en pleine nuit et qu'elle n'est pas bien physiquement. Wilst s'entretient avec Françoise et il met en garde Siméon sur la santé de sa femme. Françoise perd un peu la tête et elle tombe en adoration devant ce qu'il reste de son fils décédé. Siméon emmène sa femme en ville dans le but de la faire penser à autre chose, mais ils se rendent compte que les divertissements sont fades et pleins d'ennuis. Quand elle voit un petit garçon ressemblant à Valère, elle se met à pleurer. Siméon pense alors à l'emmener faire un voyage encore plus loin. À une étape du voyage, une nuit, il surprend sa femme réveillée et qui souffre d'une certaine crise.
Ils retournent chez eux et le médecin apprend à Siméon que sa femme a une fausse angine de poitrine. Isabelle se remarie avec Fabre. Siméon avoue à sa femme qu'il sait que son fils s'est suicidé. Françoise avoue que Valère est sorti acheter un pistolet. Elle affirme être sûre que son fils ne savait pas que Fabre traînait dans le coin. Valère serait mort de misère. Elle dit à son mari qu'elle lui a menti pour qu'il ne s'accuse pas. Françoise parle encore plus de Valère. Elle veut le revoir soit dans son caveau, soit par le suicide. Siméon se demande ce qu'il n'a pas donné à son fils car il pense lui avoir tout donné. Wülst lui confie qu'il ne s'est basé que sur le matérialisme et qu'il n'a pas donné de but à son fils autre que la vie pour la vie. Le cas de Siméon n'est pas rare, c'est le cas de tout individu qui, lorsqu'il vieillit, accumule les drames et s'enfonce dans la solitude. Moralement, Françoise paraît mieux, mais c'est parce que Wülst et le prêtre la tournent vers la religion qui lui donne l'apaisement. La santé physique décline, elle ne peut plus rien faire, et elle a besoin de plus de traitement. Siméon assiste à son dernier moment. Wülst s'occupe de Siméon, il l'emmène avec lui à Paris. Dans cette ville, Siméon se rend dans une église et il y voit une femme qui reçoit l'hostie. Cette femme paraît être atteinte par la grâce et elle paraît être hors du monde. Les routes de Wülst et de Siméon se séparent. Siméon visite une abbaye puis une chartreuse avec un groupe de touristes. Siméon se rend compte de la différence entre les visiteurs et les moines. La foule ne s'occupe que de futilités et Siméon pense que les moines sont dans la vérité. Le groupe visite une chambre ayant appartenu à un moine. Cette chambre est rudimentaire. Pour Siméon, ces hommes qui vivent dans le dépouillement sont inattaquables et ils doivent ainsi atteindre le bonheur. À l'hôtel, Siméon rencontre un jeune prêtre, le père Forest. Il est démuni de tout et quand il possède quelque chose, il ne peut pas s'empêcher d'en faire aumône à d'autres personnes. Ce comportement semble lui apporter le bonheur. Ce prêtre lui parle longuement de son monastère dans lequel il dit bien se sentir. Il invite Siméon à y venir passer quelque temps, mais Siméon refuse, car ce monastère est dans le sud et cette région risque de lui rappeler son fils décédé. Cette rencontre a permis à Siméon de trouver sa vocation. Il veut lui aussi entrer dans un monastère. Il parvient à se faire accepter dans un de Flandre. Le monastère lui paraît trop austère, défait de son humanité. Il ne s'agit pas d'un monastère tel que lui a décrit le père Forest. Il a du mal à accepter de s'humilier à ce point. Il regrette de n'avoir pas suivi le père Forest. Au début du roman, nous avons un homme sûr de lui-même. Il est sûr que son système de pensée est le bon. Tout se base sur le travail. Le travail fournit de quoi vivre confortablement au niveau matériel. Il possède un modèle typique de famille. Il a une femme qui s'occupe de tout et qui reste à la maison. Il a un fils qui a fait des études. Il a une bru qu'il n'aime pas, mais que son fils aime. Il dispose d'un job dans une usine de dynamite et il n'a pas de poste à risque. Tout ceci va être bouleversé car son système n'est pas viable pour lui-même et pour ses proches. L'accumulation de matériel déjà ne conduit pas au bonheur et cette accumulation ne construit pas une armure pour évoluer dans la société. Son fils, qui est abîmé par la maladie, le lui dira. Wülst, qui est abîmé par son veuvage, lui dira aussi. Le système de Siméon ne fonctionne que pour les individus qui ne présentent pas de faiblesse. Dès qu'une maladie ou la mort d'un proche vient apparaître, l'utilité du matérialisme disparaît. Et l'homme se trouve désemparé, car déjà il ne possède pas d'armes pour avancer dans sa vie, et car en plus il se rend compte qu'il est seul. La religion est une des voies pour affronter les problèmes. Au lieu d'être dans une constante remise en question et d'être dans le mal-être, on peut parvenir grâce à elle à une espèce de béatitude. Le retrait des hommes est également une solution. Wülst, ainsi, ne va qu'à son travail, et sinon ne sort jamais de chez lui. Dans les deux cas, l'homme ne reçoit pas d'aide des autres hommes, mais il doit faire un travail sur lui-même. La réussite ne doit plus dépendre seulement des critères d'autrui, mais de la satisfaction qu'éprouve un individu à vivre la vie qu'il s'est choisie. Siméon, à la fin du roman, est encore bien loin du compte.
Cherche mieux. Moi, cette arme-là, je sais ce qu'elle vaut. Je l'ai éprouvée. Tu connais ce que j'ai passé, hein. Je suis resté veuf à 30 ans, tout seul. Sais-tu ce qu'il m'a fallu de courage pour ne pas courir 100 fois jusqu'au canal en face? Tu crois que je n'ai pas dû livrer des batailles sauvages contre moi-même pour ne pas me détruire d'abord, aller rejoindre ma femme tout de suite, et aussi à certaines heures épouvantables pour tuer en moi la bête, garder contre toutes les révoltes, les poussées, les tentations de la chair, cette fidélité jurée une morte. Je ne suis qu'un homme. Je ne sais pas, je sais seulement que tu t'es trompé et que j'en meurs. Il fallait moins penser à l'esprit, peut-être, et davantage au corps. Ou bien, t'ai-je refusé quelque chose? T'ai-je privé? Il fallait le faire. Je n'en sais rien. Il fallait aussi penser à une force, à une armature morale. Je n'ai rien. Je n'ai qu'un but au monde. Moi seul. Et c'est pourquoi je m'effondre. Tout ce que tu m'as donné ne compte pas. Tout se pulvérise, s'anéantit dans mes mains. Jeunesse, santé, savoir, tout m'est vide, inutile, comme des milliards à un moribond. Tu te représentes ce qu'est pour moi la vie. Ni aimer, ni produire. Vivre en parasite, en déchet coûteux, être une charge pour les autres sans avoir moi-même aucun but, aucune charge sur les épaules, attendre la mort, voilà tout, et la voir venir, et la savoir proche. Non, tu n'es pas un père, tu as manqué, tu as failli, et tu ne me laisses même pas m'évader d'une existence que ton aveuglement m'a fait intolérable. Mauvais père, mauvais père. Parce qu'enfin Valère est mort, Françoise est morte. Que me fait à moi toute la science et tout le progrès de la terre? Mes morts que je ne reverrai plus. Qui me consolera de cela? Qui me délivrera de cette recherche, de cette quête de visage en visage, pour essayer de retrouver sur la face d'un humain une impossible ressemblance, quelque similitude qui les ressuscite pour moi? Que jamais plus ne doive se reproduire cette combinaison de cellules, cette éphémère organisation d'un peu de matière d'où émana ce je ne sais quel fluide, une âme, que la pensée, la personnalité, le moi, toutes ces facultés d'aimer, de se dévouer, de souffrir, qui furent ici-bas Françoise, se soient dispersées aux quatre vents avec cette matière, sans plus d'espoir que jamais le hasard rassemble les mêmes molécules pour recréer le même être. Voilà qui est épouvantable.